Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons traiter de la métropole, donc la métropole française, et des colonies. Comme vous pouvez le voir, nous avons ici deux cartes qui représentent les empires coloniaux, notamment européens, à travers le monde. Nous pouvons voir que vers 1870, les empires coloniaux sont très peu étendus, notamment en Afrique et en Asie, alors que vers 1914, à la veille de la Première Guerre mondiale, les empires coloniaux européens se sont grandement étendus. Il conviendra ainsi dans ce chapitre de comprendre notamment pourquoi une telle extension et quelles sont les motivations qui ont poussé ces Européens à coloniser d'autres territoires. Nous nous demanderons de quelle manière l'empire colonial français est-il mis en place et comment il fonctionne. Pour cela, dans une première partie, nous verrons l'expansion de la France au XIXe siècle, une France à la conquête du monde. Dans une deuxième partie, nous étudierons le fonctionnement des sociétés coloniales. Et pour finir, dans une troisième et dernière partie, nous verrons les chocs entre puissances européennes. Alors, nous allons étudier ici l'expansion de la France au XIXe siècle, une France qui est à la conquête du monde, avec une première sous-partie sur une volonté de conquérir le monde. Donc la France avait eu un empire colonial sous l'Ancien Régime, mais cet empire colonial avait été limité suite à la guerre de 7 ans, et c'est sous la Troisième République qu'il y a une relance énorme de la colonisation. D'ailleurs, la France a le deuxième empire colonial mondial après la Grande-Bretagne, ou son surnom qui est l'empire où le soleil ne se couche jamais. Il y a justement une volonté de faire face aussi aux autres métropoles européennes afin d'avoir une influence sur le monde entier. La métropole, de quoi il s'agit? La métropole, en fait, est un terme qui est employé dans un empire colonial pour désigner l'État colonisateur par rapport à ses colonies. Donc on parle aussi de mère-patrie. Donc par exemple, pour certains territoires colonisés en Afrique, la France est la mère-patrie. Tandis que la colonie est vraiment ce territoire qui est soumis directement à la domination d'une puissance étrangère, donc c'est-à-dire à la métropole. Donc vous pouvez voir par exemple sur cette carte que la France, donc qui est la métropole, possède quelques colonies en 1870, comme par exemple l'Algérie, le Sénégal, la Guinée française, le Congo français, etc. Donc il convient de se demander justement pourquoi coloniser. Il y a justement plusieurs raisons à cette colonisation, à cette expansion. On retrouve tout d'abord les motivations économiques. En effet, les colonies permettent d'écouler tous les stocks qui ont été invendus en Europe, donc les colonies sont considérées vraiment comme des débouchés commerciaux. De plus, dans les colonies, on prélève différentes matières premières. Souvenez-vous, à l'époque, au 19e siècle en Europe, on est en pleine phase d'industrialisation, donc cela permet de constituer des marchés qui leur sont réservés. On retrouve également une raison géopolitique. La colonisation permet d'affirmer la puissance des pays européens, notamment la France qui avait été vaincue en 1870-71 face à l'Allemagne, cherche justement à l'extérieur à redorer son image, à retrouver le prestige, la gloire. On parle d'impérialisme, c'est-à-dire d'une domination qui est exercée par un État sur un autre grâce à sa supériorité technique, économique et culturelle. Et quand cette domination est aussi territoriale et politique, on parle alors de colonisation. Et une des dernières raisons qu'on peut soulever, c'est notamment de pouvoir régler la question sociale, notamment dans la métropole, parce qu'on permet à des populations marginales, notamment de France, de pouvoir tout quitter et d'aller administrer un morceau de territoire colonisé et de retenter leur chance de pouvoir construire une nouvelle vie. Cela a pour conséquence pour ces populations d'abandonner leurs terres en France pour partir vivre dans les colonies. On peut noter plusieurs étapes de la colonisation. D'abord, on a une colonisation plutôt lente avec l'Algérie dès 1830. Puis, on a quelques territoires qui sont administrés jusqu'en 1880, mais difficilement, comme par exemple le Sénégal, le Gabon, la Côte d'Ivoire, la Cochinchine ou encore la Nouvelle-Calédonie. Et c'est vraiment dès 1870 qu'il y a la relance de la conquête dès la Troisième République. Maintenant, nous allons étudier la mission dite de civilisation. Donc il y a un sentiment de supériorité des Européens sur le reste du monde et ils disent qu'ils ont le désir d'apporter la civilisation aux peuples qui sont jugés sauvages ou arriérés.
La mission civilisatrice, c'est une théorie selon laquelle des races supérieures doivent civiliser des races inférieures, et la colonisation est ainsi montrée comme un progrès mené par un peuple plus avancé, et notamment cette doctrine devient la politique officielle de la Troisième République à partir du discours de Jules Ferry du 28 juillet 1885. Il y a la volonté de diffuser l'universalisme des Lumières et aussi le christianisme. Donc on a l'importance des missionnaires qui partent, donc c'est-à-dire des religieux qui ont pour mission d'évangéliser les populations non chrétiennes. Alors pourquoi il y a une légitimation de la colonisation sous la République laïque? Parce que un racisme se met en place en distinguant différentes races. L'Europe, à cette époque, a des avantages sur plusieurs plans, notamment économiques, intellectuels, culturels ou encore techniques. Et de par sa supériorité, l'Europe se dit qu'il faut civiliser, c'est le terme qui est utilisé, les autres territoires. Pour les Européens, il s'agit vraiment d'un devoir. Pour eux, ils doivent apporter aux autres peuples leur savoir, car ces derniers seraient dits en retard. De plus, il y a un développement aussi du darwinisme social qui est un racisme, comme quoi la race européenne serait supérieure, du fait de son avance culturelle comme preuve, et les pays européens avaient aussi besoin d'un espace vital du fait de la croissance démographique. Par exemple, sur cette couverture du cahier scolaire, on peut voir donc les colonies françaises, une allégorie de la France au centre, avec sur son blason le drapeau tricolore, avec les notions de progrès, de civilisation, de commerce, et autour d'elle différents peuples des colonies. Il faut bien avoir en tête qu'il s'agit de la couverture d'un cahier scolaire, c'est-à-dire que les écoliers de la Troisième République, de l'école de Jules Ferry, apprenaient que la colonie était quelque chose de positif. Nous allons étudier les débats et acteurs de la colonisation. Clémenceau s'oppose à Jules Ferry sur la politique coloniale. Jules Ferry était ministre des Affaires étrangères, mais en 1885, les Français partent du Tonkin, ce qui provoque la démission de Jules Ferry. Il y a aussi une coalition de députés de droite et de gauche, menée par Clémenceau, qui provoque le renversement de son gouvernement en 1885. La même année, il y a un discours de ces deux opposants. Jules Ferry fait un discours où il justifie toute son œuvre coloniale, tandis que Clémenceau lui répond, et il montre notamment que en faisant la guerre, on gaspille de l'argent, et pour lui, pour Clémenceau, il n'y a pas de race supérieure ni de race inférieure. La supériorité technique des puissances industrielles européennes ont permis le développement de la navigation à vapeur, le perfectionnement des armes à feu, le progrès de la médecine qui leur permettent justement de se lancer à la conquête du monde. Ils sont soutenus par les marchands et les industriels, mais aussi les explorateurs et les militaires, les hommes politiques, les missionnaires, etc. La France possède le deuxième empire colonial mondial. En 1870, cet empire français compte 5,5 millions d'habitants sur près d'1 million de kilomètres carrés, alors qu'en 1914, on ne compte pas moins de 48 millions de personnes sur près de 11 millions de kilomètres carrés.